toutes et à tous, mon invité a donné bien des couleurs à nos nuits blanches. Il est le transformiste le plus célèbre de Belgique. Après 30 ans de scène, Serge Morel a décidé de ranger les robes, les talons et le maquillage de maman. Bonjour Serge. Bonjour Nicolas. Merci de m'accueillir chez toi. Avec plaisir. Ici, c'est une maison un peu particulière puisque ta grand-mère vivait ici jadis. Voilà, c'est ça, ce sont mes grands-parents qui ont fait construire cette maison. Et donc depuis le décès de ma grand-mère, j'y habite, ça fait 22 ans. C'était une femme importante dans ta vie? C'est une des femmes très importantes, oui, c'était quelqu'un qui était très ouvert et très moderne. Elle était née en 24, mais elle était très à l'avance sur son temps. Qu'est-ce qu'elle t'a transmis? Le côté rebelle, je pense. Oui, c'est une femme qui, le jour de ses 18 ans, en pleine guerre donc, quand son papa lui a dit « Ah Louise, aujourd'hui tu as 18 ans, tu peux dire quelque chose », parce qu'avant ça, il fallait la fermer, bien sûr. « Qu'est-ce que tu voudrais dire à la famille ?» Et elle a dit « Je voudrais épouser Frédéric Morel ». Et son père lui dit « Mais enfin, c'est quoi cette histoire? On est en pleine guerre, le jour de tes 18 ans, tu veux épouser Frédéric Morel ?»« Oui. »« Tu veux que je me marie vierge, papa ?»« Ben évidemment. Alors, c'est maintenant. » Et très très vite, elle s'est mariée et 9 mois plus tard, mon papa était là. C'est aussi la femme qui a misé sur moi en me donnant ma part d'héritage de son vivant pour que je puisse ouvrir chez maman. Tu as grandi essentiellement à Anderlecht? Oui, mes parents ont déménagé, donc on habitait à Anderlecht, mes parents ont déménagé à Braine-l'Alleud pour le travail de ma maman. Mais je ne me plaisais pas du tout à Braine-l'Alleud, donc j'étais tout le temps foré ici chez ma grand-mère. Je suis revenu à l'école ici. Je suis très anderlechtois, oui. Quel petit garçon étais-tu? Il paraît que j'étais un petit garçon sage. Pas de problème à l'école, pas de problème en général, mais je faisais quand même toujours un peu la fête sur le côté. J'aimais bien me déguiser, entre autres en femme, pas que. Mais du moment que c'était un peu joli, j'aimais bien. Donc j'ai fait les princes charmants, les mousquetaires, tout ce qui avait un peu de panache. Et des femmes, bien sûr, j'ai fait Annie Cordy sur cette terrasse quand j'avais 8 ans. Quand est-ce que tu as réalisé que tu te sentais différent? Puisque ce ne sont pas les autres qui te l'ont montré, mais toi tu as toujours senti une différence. Mais je ne me rendais pas bien compte que j'étais différent, je me rendais compte que j'étais moi. J'avais l'impression qu'on était tous différents. Et c'est ça qui est fantastique, mais il faut croire que j'étais plus différent que les autres. Ce qui est d'ailleurs le cas, nous sommes tous différents. Oui, c'est ça, mais je me reconnaissais pas bien dans les autres enfants à l'école. Pas que les garçons d'ailleurs, les filles. J'aimais pas les enfants quand j'en étais. Et tu l'as toujours dit d'ailleurs que tu n'aimais pas les enfants. C'est vrai, ça n'a pas changé. J'étais toujours fourré avec des plus âgés. Maintenant ça change. Tu as 8 ans lorsque tu choisis de passer tes mercredis après-midi à l'atelier théâtre. Oui. De quelle manière est-ce que ça t'a construit, cette activité? Alors d'abord c'était du théâtre. Donc le théâtre pour moi c'était important, j'étais pas le genre de garçon qui allait aller faire du football, du bricolage, parce que le bricolage c'est venu après. Mais pour moi c'était important parce que je pouvais m'exprimer et donc il y avait quand même moyen d'être, j'ai toujours bien aimé montrer tout ça. Et là c'est ce qu'on m'a demandé, de me montrer, c'était bien. À la question petit garçon que voulez-vous faire quand vous serez plus grand, tu répondais Michel Hetzel, oui. Du nom de cette célèbre speakerine et animatrice d'RTL. J'étais totalement fan de Michel Hetzel, encore maintenant d'ailleurs. Je la trouvais fantastique et elle arrivait dans les salons de beaucoup de Belges. Et je sais pas, c'était vraiment une image bienveillante, mais à la fois amusante, un peu mutine. Je l'adorais, j'ai eu la chance de la rencontrer bien plus tard. Et j'ai pas du tout été déçu. On dit qu'il faut jamais rencontrer ses idoles. Et bien, quand je l'ai rencontrée, voilà, c'était la même, c'était génial. Pourquoi est-ce que c'était plutôt elle qui t'attirait et pas Marilyn Bergman? Déjà, c'est plus ancien. C'est vrai. À cette époque-là, il n'y avait pas Marilyn Bergman. J'ai adoré Marilyn Bergman, mais j'étais plutôt Michel Hetzel, je sais pas pourquoi. Pourtant, les blonds, c'est pas mon délire, mais... ou les blonds. Mais non, c'était Michel Hetzel. La première fois que tu te produis sur scène, c'est avec la troupe de théâtre de ton école. Oui. Tu interprètes alors une comtesse hystérique. C'est à partir de ce moment-là que tu vas préférer être sur scène en femme plutôt qu'en homme? Non, j'étais déjà souvent déguisé en femme avant, mais là, on avait fait passer le casting à toutes les filles. Et puis elles étaient toutes tard, bien sûr. Une petite fille de 8 ans, c'est bon pour faire une princesse, une fée, une fleur, enfin... pas une comtesse excentrique ou hystérique. Et moi, je l'ai fait pour montrer aux filles comment le faire, pas dans l'idée de le faire moi-même, du tout, vraiment. Il a fallu te convaincre alors de le faire toi-même? Bon, ça a été vite fait.
Le metteur en scène a dit voilà, ce sera toi. J'ai dit comment ça? Ah bon, d'accord. Oups, c'était fait. Et après, toutes ces femmes-là, c'était moi. Donc la sorcière, la méchante, enfin tous les personnages de filles intéressants en fait. C'est ta mémé qui t'emmène voir ton premier spectacle travesti, puisqu'on ne disait pas encore transformiste, Oui. rue Hoyer, à Anderlecht. Tu n'avais alors que 6 ou 8 ans. Oui, c'était le marché annuel d'Anderlecht et au Chapeau Blanc, qui est un café très très connu. Ce jour-là, il y avait chaque année un transformiste, comme on dirait maintenant, enfin une travelotte, moi je dis, et qui faisait des spectacles. Et je trouvais ça fantastique. Dans ton livre, tu écris « Ce fut une révélation ». Tout à fait. Une des nombreuses révélations. Là, j'avais devant moi cet homme. Parce que j'avais vu des choses comme ça au cinéma, par exemple, à la télévision. Mais là, il était là. Et ce qui était peut-être le plus génial, c'est qu'autour de lui, il n'y avait que des gens normaux. Des messieurs et des madames, tout le monde, qui venaient boire un café et regarder ce spectacle. Donc là, ça a été la première fois où j'ai vu ce genre de personnage intégré dans la société dite normale. Donc déjà très tôt, alors finalement à cette époque-là, ça choquait moins que quelques années plus tard, non? Évidemment, dans les années 70, c'était un peu la libération de toutes sortes, donc on était plutôt à l'aise avec beaucoup de choses, mais ça restait quand même très underground. Mais là, pas justement, c'était en pleine journée, il y avait des enfants, tout le monde trouvait ça chouette. C'était assez cool. Dans ton livre, tu écris « Je me suis toujours senti à l'aise sur scène, en homme ou en femme, mais les gens me préféraient dans les rôles de femmes. » Oui. C'est pas à moi qu'il faut demander pourquoi, c'est à Donc, eux. ce sont eux qui t'ont montré la voie, Ils ou bien toi tu as envisagé pouvoir incarner des hommes sur scène? Ah mais j'ai incarné des hommes sur scène, bien sûr. Plein d'hommes. Supporter de football, chef indien, j'ai fait des tas de choses, avocat, j'ai fait toutes sortes de choses. Et ça me plaisait bien. Mais en femme, évidemment, ça avait quelque chose de moins ordinaire, parce que des garçons qui pouvaient incarner des avocats, il y en avait à l'appel. Des garçons qui pouvaient faire une femme crédible, en tout cas dans les enfants, il n'y en avait pas pléthore, il y avait moi et moi, quoi. Tu as toujours dit, et tu dis toujours que tu es un grand timide. Pourtant, quand on voit maman sur scène, c'est quelque chose qu'on a du mal à imaginer. Mais beaucoup de comédiens sont comme ça. Beaucoup de comédiens sont très timides, très réservés dans la vie, et une fois qu'ils sont sur scène ou devant une caméra, ils se libèrent. Être sur scène, ça t'a aidé à être moins timide dans ta vie de tous les jours? Clairement, oui, bien sûr. Quand est-ce que tu as compris que tu préférais les garçons? Ah, j'ai compris ça. En fait, ça se fait en plusieurs fois. Petit à petit. J'ai une grand-tante qui aimait dire que quand j'avais 5 ans, elle le savait. À 5 ans déjà? Il faut croire qu'elle avait vu clair. À 5 ans, moi, je ne me posais pas ce genre de questions du tout. Et à 10-12 ans, là, j'ai quand même eu une attirance pour un copain de classe, Olivier, je t'embrasse. Mais j'ai lu, à un moment, j'ai essayé de me documenter, et j'ai lu quelque part que beaucoup de garçons avaient une phase. Et qu'à 18 ans, c'est passé. Bon, ben, quand j'avais 18 ans, je me suis dit, oups, c'est pas passé. Donc là, je me suis dit, bon, voilà, c'est comme ça. Sur le plan sentimental, tu as aimé sincèrement 2 filles, Rose puis Sly. C'est Roselyne et Sylvie, que je vous embrasse. Cet amour était entier, mais platonique, écris-tu dans ton Oui, livre. bien sûr, mais c'est très jeune aussi, hein, on avait 15 ans, quelque chose comme ça. Bon, à l'époque, à 15 ans. Bon. Au fond de toi, tu savais que tu ferais ta vie plutôt avec des garçons? Pas du tout. À partir de quel moment est-ce que ça s'est précisé dans ton esprit? C'était plutôt... oui, j'avais 20 ans, quelque chose comme ça. Donc il y a eu une période où tu as douté? Je ne me posais pas ces questions. J'étais amoureux de ces filles, j'étais bien avec ces filles, voilà. Je me disais pas, tiens, et les garçons? Non, on s'en fiche de ça. Donc Puis les billes, ça existe aussi. Bien sûr. Donc tout était possible. Oui, mais dans la vie, tout est possible. Il suffit de s'en donner les moyens. Je pense. Sûrement. Ton surnom et ton nom d'artiste est né lors de vacances en Normandie. Oui. Peux-tu nous raconter les circonstances dans lesquelles le surnom de maman est né? Alors ça, c'était à l'université. Donc on est déjà plus tard. Hein. Il y avait un cercle qui s'appelait le cercle homosexuel étudiant. Et dans ce cercle, il y avait
une super ambiance. Et un jour, quelqu'un a proposé de faire des vacances en Normandie, tous ensemble, ou à peu près tous ensemble. Ce qu'on a fait, on a loué un château, c'était immense, c'était merveilleux. Et chacun à son tour devait préparer le repas. Et après 3 jours de mal manger, j'ai dit, écoutez les gars, vous êtes gentils, mais non, ça va pas aller, je vais faire la cuisine. Moi, j'ai toujours su faire la cuisine parce que j'ai passé ma vie dans les jupes de ma maman, qui cuisine très bien. Et donc, j'ai dit, je vais faire à manger. Et donc, après 2 jours, tout le monde disait, ah, mais Serge, c'est fantastique, tu es une mère pour nous. Et j'ai dit, c'est ça, appelez-moi maman. Rien à voir avec le spectacle, j'avais pas tout ça en tête. Tout ça, c'est fait comme ça. Donc, ils m'appelaient maman. Voilà, c'était sympa, c'est moi qui faisais la popote. À cette époque-là, c'était toujours la maman qui cuisinait. Bon, voilà, c'est resté. Un jour, on m'a demandé, on met quoi comme nom sur les affiches? Mais j'avais pas de nom de fille, moi. Tout ça n'était pas calculé. Et comme plein de gens m'appelaient maman déjà, j'ai dit, bah, maman, voilà. Parce que j'avais pas envie de me décarcasser pour trouver un nom de fille. Enfin, c'était pas prévu, je voulais pas faire une carrière. Je voulais m'amuser. C'est venu petit à petit, alors, et voilà, tu t'es laissé porter? Voilà. On m'a engagé pour une soirée de réveillon dans une boîte qui s'appelait le Vaudeville, au théâtre du Vaudeville, galerie de la Reine. Là, on est en 89. C'était juste pour faire une soirée. On se déguisait en femme, on faisait un mini-show, un numéro à 10-12. Et puis après, on faisait de l'animation en salle. Pour moi, c'était une façon de passer un réveillon sans dépenser d'argent. J'avais pas d'argent. Et rentrer dans les boîtes, boire, ça coûte bonbon, surtout quand on boit beaucoup. Et donc on a fait ça, on s'est super bien amusé, et voilà, c'était tout. Et puis après, le patron nous a dit, ah mais c'était bien quand même, on va revenir. Donc on est revenu, mais au bout d'un moment, il nous a payé. Tu parlais de cuisine, qu'est-ce que toi tu aimes préparer de bon à manger? Oh, moi je fais que des plats de grand-mère. Voilà, la bonne cuisine du terroir, les trucs familiaux. La soupe, le houche-pot, tous des vieux trucs. Je fais pas c'est pas Top Chef, hein, mais c'est toujours bon. Il y a beaucoup, on se lèche les doigts et voilà. Tu parlais du cercle homosexuel étudiant, c'est ça? CHE. Le CHE qui existe toujours. À l'époque, tu t'y es beaucoup investi avec l'un de tes amis. Tout à fait. Pourquoi est-ce que c'était important pour toi à l'époque? Parce que ça m'avait aidé à me libérer très fort, vraiment. C'est vraiment à l'université que j'ai pu me libérer. Et je me suis dit que c'était bien, quand on reçoit quelque chose, de rendre. Donc, aider les suivants, ça me bottait bien. Plein de gens s'investissaient dans plein de causes, tout ça. Et moi, j'ai pas voulu chercher une cause. Enfin, j'avais pas que ça à faire. Mais je me suis dit, tiens, là, il y a un truc à faire. Parce que je voyais des gens qui arrivaient dans ce cercle et qui étaient vraiment très mal. Et je me suis dit, je vais m'occuper de ça avec Zou. Je t'embrasse. Et on était secrétaire et on tenait la permanence du jeudi midi. Et j'ai toujours eu l'impression qu'il y avait des gens, ils venaient chez nous pour pas les jeter au canal. Mais c'était vraiment, nous, c'était la dernière chance. Donc c'était vraiment très important. Ce cercle existe toujours? Il est toujours aussi important aujourd'hui qu'à l'époque? Je n'en sais rien. Mon Dieu, ça fait... Je veux dire que s'il y a des gens qui doutaient qu'il y avait besoin d'un soutien et d'une aide à l'époque, peut-être encore aujourd'hui, non? Peut-être, mais aujourd'hui, c'est plus facile, même si c'est pas gagné. C'est plus facile, il y a plus de représentation, il y a plus d'endroits où on peut se rendre, il y a plein d'associations, je pense à des choses comme la Rainbow House, comme Execo, comme tout ça. Tout ça n'existait pas, ou tout ça était très confidentiel. Alors que moi, j'avais découvert ce cercle par un mur d'affiches gigantesques qui était sur le chemin de la cafette. Donc tout le monde y passait. Et l'affiche, c'était des fesses d'hommes. J'allais dire de dos, évidemment, les fesses, c'est de dos. Et l'homme était de dos, et je veux dire, ses fesses étaient nues, et il tenait ses bouquins, et il y avait marqué en rose, un peu cliché, mais c'est pas grave, vous avez dit différent. Donc ça m'a interpellé. Donc à l'époque, c'était difficile pour certains jeunes de s'assumer. Est-ce que ça a aussi été ton cas ou pas du tout? Oui, bien sûr, au début, c'était compliqué, Qu'est-ce qui t'a aidé, toi? Ben ça. Le fait de voir qu'il y a d'autres personnes qui sont dans le cas, et que c'est pas si grave, et que si on se regroupe, on peut en parler. Je pense que parler, c'est très important, peu importe votre problème. Parce que oui, c'était un problème, bien sûr. Tu as donc étudié le journalisme à l'ULB, oui, mais tu n'as jamais exercé? Non, je suis pas allé au bout. Pas de regret? Pas de regret, avec une carrière pareille, vous plaisantez, jeune homme. Non, mais ça m'a quand même bien aidé, puisque bon, la com, c'est ce qu'on est en train de faire maintenant, ça fait aussi partie du job. À l'ULB, tu rencontres un jeune anglais, David, ingénieur à l'Agence spatiale européenne. Putain, t'as bossé, hein? Évidemment.
Quand on va voir une icône, votre amitié va se transformer en amour suite aux encouragements de ta maman. Oui, c'est-à-dire que c'est surtout moi qui l'aimais. Hein. Moi, j'étais très Tu amoureux. l'aimais, mais tu n'osais pas franchir le Lui, pas. il m'aimait beaucoup, mais j'avais peur. J'aurais dû le faire beaucoup plus tôt d'ailleurs. Ça aurait changé. Ça aurait changé quoi en fait? Toute ma vie. Toute ma vie. Suite à ça, quand je me suis rendu compte que lui, il m'aimait, mais que moi j'étais amoureux, ce qui n'est pas du tout la même chose, j'ai tenté de me suicider. C'est là qu'on est arrivé à ce... Donc là, j'ai 23 ans. Et c'est en me réveillant après ce suicide que tout avait changé, parce que ça n'a pas changé que l'histoire avec David, ça a changé toute ma vie et ma façon de me prendre en main et de décider, d'arrêter d'essayer de plaire à ma famille, à la société, au plus grand nombre, et me concentrer sur ce que je voulais faire. Mais pour vous deux, c'était trop tard? Oui, clairement, et on est toujours amis. Hein. Je viens de voir sur Facebook qu'il fêtait le 20e anniversaire de la relation avec son amoureux. J'embrasse David et Mathieu. J'ai embrassé tout. Et voilà, mais moi, ça a été super important, puisque en fait, ça c'est fondateur de ma liberté totale. Voilà. Après, j'ai décidé que je ferais tout ce que je voulais. Après cette tentative de suicide? Oui. Parce que je me suis dit, putain, c'est trop grave. Tu as essayé de mourir, tu as une deuxième chance, maintenant, il ne faut pas la griller, quoi. Non, il faut profiter de ça, toujours faire d'une faiblesse une force. Et oui, je crois que j'ai réussi ça. Tu parlais de tes débuts de travelote, puisque c'est le mot que tu aimes utiliser, travelote. C'était donc au Théâtre du Vaudeville. Quels souvenirs tu gardes de cette époque-là? Alors, ça, ce sont les débuts du travelote professionnel. Voilà. Oui, évidemment, ça c'était fantastique parce que, à l'époque, encore une fois, j'avais pas envie de faire une carrière, donc je n'avais rien à faire. On n'avait pas tous les soucis d'image, de qu'est-ce que les gens vont penser, donc on a fait des choses vraiment très louches. Et à cette époque-là, tout le monde avait une caméra dans sa poche pour faire des photos et vous les resservir le lendemain. Sur les réseaux sociaux. Voilà, ma génération a la chance que toutes les conneries de jeunesse n'ont pas été photographiées et balancées sur Internet. Néanmoins, il existe des photos de cette époque. Il existe des photos de cette époque, oui, mais qui sont des photos papier et qui ont été la plupart du temps faites par nous. Donc voilà, elles sont bien tranquilles dans une petite boîte et peut-être qu'un jour peut-être, pourquoi pas. Quand je revois des photos de cette époque, je nous trouve affreuses, écritues, et pourtant nous étions persuadés d'être sublimes. Mais oui, mais bon, déjà on débutait, donc pour le maquillage et tout ça, on se maquillait un peu comme nos grands-mères, j'ai envie de dire. Et puis la mode a changé aussi, donc même les mannequins d'il y a 30 ans, on se dit oui, c'était quand même pas terrible. En fait, si, c'était bien, c'était dans les canons de l'époque. Ça a changé. Et puis il n'y a rien de plus fort que l'idée. Nous, on se trouvait magnifiques parce qu'on était en talons et maquillés. Et bon, voilà. Quand je vois les jeunes aujourd'hui qui débutent, je repense beaucoup à nous. Et je me dis, ouais, on n'était pas mieux en fait. C'est émouvant de voir les jeunes qui débutent, qui ont débuté chez toi. Évidemment, c'est génial de se dire qu'on peut transmettre. En général, on voit ça pour les cordonniers ou les sabotiers, tu vois, au trésor d'une chaîne française. Mais c'est la même chose, on a un savoir à transmettre, simplement ça va de plus en plus vite. Et donc on est devenus des drag mothers, comme on dit maintenant, et donc on prend une petite débutante qui débarque et qui ne sait pas trop comment faire, mais qui a très envie et dans laquelle on détecte un potentiel. Et puis on lui apprend à faire les choses, et puis après la regarder s'envoler, c'est merveilleux. Pour revenir sur cet événement de la tentative de suicide, dans le sud de la France, c'est la seule et unique fois de ta vie où tu as tenté d'y mettre fin? Ah oui. Puisque là, à partir de là, tout allait bien, puisque j'avais décidé que tout allait bien aller et qu'on ferait tout my way. Non, j'ai plus jamais essayé. Non, je suis pas une espèce de Sarah Bernard. Non, pas du tout. Le 3 décembre 1994 est une date importante dans ta vie? Bien sûr. C'est l'ouverture de mon bordel et en même temps, c'est les 50 ans de ma maman. Donc c'est une date très symbolique. C'est l'époque où, je vais essayer de pas être méchant quand je dis ça, elle peut se reposer. Elle a fait son taf, à 50 ans c'est bon, et maintenant c'est moi qui prends les choses en main et
on est parti. Voilà. Tu l'as réalisé à ce moment-là déjà, ou bien c'est avec le recul? Ah, le coup de, non, le coup le jour de ses 50 ans, ça j'avais bien réalisé. Je veux dire, en plus c'est pas 49, c'est pas 51, c'est 50 quoi. Donc c'est vraiment pas de la moitié de la vie, mais enfin quand on arrive à 50 ans, je peux en parler, je les ai eus. Hein. Donc là c'était vraiment, maintenant c'est moi l'adulte. Donc tu avais une pression de réussir? Je voyais pas ça comme ça en fait. J'aurais dû. Parce que quand même tout l'héritage de ma grand-mère était là-dedans, plus tout mon travail. Je ne me rendais pas compte que si j'avais loupé ça, probablement ma vie était loupée. Tout s'est toujours bien passé? Non, bien sûr que non. Tout ne se passe jamais bien. Il y a toujours des problèmes. On a eu des hauts, on a eu des bas, mais en fait la courbe a quand même fait toujours un peu ça. Mais donc on remontait quand même toujours un peu plus haut, mais on a eu des bas, bien sûr. On a été à 2 doigts de la faillite. Enfin, il y a eu plein de soucis comme ça. Oui, non, évidemment. Tout n'a pas été facile, tout n'a pas été rose. On a simplement décidé de se battre comme des lions et on y est arrivé. Voilà. Dans ton livre, tu écris « Je ne voulais pas d'un bar gay, je voulais un bar plein de gays ». Oui, c'est pas la même chose. J'aimais pas les bars gays parce que si je voulais y rentrer avec une copine, on ne pouvait pas. Ah non, pas de filles. Hein? C'est quoi ce bar? Donc c'est les exclus qui font un truc qui exclut d'autres personnes, mais alors du coup ça n'a pas de sens. Non, je voulais un bar plein de gays, mais il y a aussi des hétéros, des filles, et de plus en plus d'ailleurs, et ça ne me pose pas de problème. Parfois on doit dire stop aux filles, ça a fait des drames d'ailleurs. Ouais, pourquoi les filles ne peuvent pas rentrer? Même mademoiselle, parce qu'il y en a déjà plus que de garçons à l'intérieur, donc au bout d'un moment, bon, on ne peut pas perdre notre clientèle de base non plus, mais oui, on est très très ouvert à ça. On connaît la réussite de ce célèbre cabaret, néanmoins, travailler en France ne t'a jamais titillé? Non, on m'a proposé pourtant d'ouvrir un chez Maman à Paris, mais Paris c'est quand même plein de Parisiens, donc non, j'embrasse mes amis parisiens, qui sont mes amis parce que pour moi ils ne sont pas parisiens. Et qui ont toujours été contents de venir voir Maman à Bruxelles. Moi j'ai toujours dit que les chouettes parisiens ils venaient me voir à Bruxelles. Non, parce que la réussite de l'endroit, bon ok, c'est moi et mon équipe, mais c'est aussi les clients, voilà, et mes clients, ce sont des Bruxellois. Il y a les touristes, c'est vrai, mais souvent ce sont des Bruxellois qui, quand ils ont des amis qui viennent de là ou de là ou de là, et qui disent où est-ce qu'on sort, ils disent là. Donc voilà, c'est aussi le public d'ici qui fait que ça marche comme ça. À Paris, elles sont quand même un peu comme ça. Je pense pas que ça aurait été. Et puis à Paris, moi quand je suis allé à Paris, pas souvent parce que j'aime pas ça, mais quand on va dans un bar gay, c'est que des clowns. Alors ils sont tous avec un jean et un t-shirt blanc, ou ils sont tous en cuir noir, mais c'est que les clowns, c'est horrible, il n'y a pas de mélange là-bas. Et pas à Bruxelles? Beaucoup moins. Alors chaque endroit a son identité, c'est clair, mais moi par exemple je suis allé dans plein d'endroits différents où, alors est-ce que c'est parce que c'était moi que du coup je peux me caler, je sais pas, mais non, c'est plus mélangé. C'est vrai que chaque bar a son identité, mais c'est pas comme si chez Maman il y avait que des travelots et leurs amis. Non, c'est pas ça. Toi, tu te sens davantage bruxellois, davantage belge? Belge, ça ne veut pas dire grand-chose. Ça ne veut plus dire grand-chose, malheureusement. Ma maman a beaucoup habité à la côte, donc en Flandre. Tout est quand même différent. Hein. Tout. Il y a des gens qui sont contre la séparation, je voudrais dire confédérer la Belgique, mais en pratique, elle est déjà confédérée. Quand j'ai été vacciné au Ezel, quelqu'un devant moi s'est vu refuser parce qu'il était de Le Saint-Pierre. C'est-à-dire la commune à côté d'Anderlecht. Mais Le Saint-Pierre, c'est la Flandre. Donc ça ne marche pas parce que ça ne rentre pas dans les chiffres. C'est horrible. Donc je me sens profondément bruxellois. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi être bruxellois? Oh là là, qu'est-ce que ça veut dire être bruxellois? C'est une façon de... J'allais dire c'est un art de vie. Non, pas du tout. C'est une façon d'être... de ne pas trop se prendre au sérieux, je pense. Principalement, c'est ça. Oui, c'est ça, un bon bruxellois. Je me sens bruxellois et européen. Donc je skippe la dimension Belgique qui pour moi ne veut pas dire grand-chose. Mais je me sens profondément européen, oui. Tu as aussi fait de la télévision, participé aux allumés.be. Quel souvenir gardes-tu de cette expérience? C'était fantastique, on s'est vraiment beaucoup amusé. Vraiment, j'ai rencontré des gens merveilleux dans l'équipe et dans
dans les invités. Je parlerai de Marc Lavoine. Marc, je t'embrasse. Aussi Chantal Goya qui était fantastique. Vraiment, c'était très très bien. Mais le problème de la télé, quand ce sont des émissions dans ce genre-là, c'est que c'est très cadré. Il n'y a pas beaucoup de place à l'impro. Il y a tout est minuté, tout est. Donc pour maman, c'est un petit peu trop militaire, j'ai envie de dire. Il en est resté une ou deux amitiés importantes dans ta vie? De cette époque à la télé? Parmi les personnalités rencontrées à la télé? Non, parce que justement, à la télé, on se rend compte, on tourne les émissions à la chaîne. Donc on rencontre la personne vite, parfois avant. Sans vraiment faire sa connaissance. Voilà, exactement. J'ai eu quelques secondes après l'émission avec Marc Lavoine. Voilà, oui, il m'a dit des petites choses vraiment délicieuses. Et non, c'était pas une déclaration d'amour, mais si quand même. Mais voilà, après il faut partir, le suivant arrive. Ça m'a un petit peu. Ça, c'est pas pour moi. Au bar, on n'a pas d'heure de fermeture. On prend le temps qu'on a envie de prendre. Voilà, et si après il y a quelqu'un qui reste calé et qu'on ferme à 8 heures, on s'en fiche. Bon, après on se dit, ah mon Dieu, le soleil, quelle horreur. Mais ça me convenait mieux. Maman a aussi rencontré un grand succès au théâtre. Dans Cendrillon ce macho, l'excellente pièce de Sébastien Ministru. C'est un exercice que tu as aimé? Bien sûr, le théâtre c'était un petit peu un retour aux sources. Et puis il a quand même écrit ces pièces, parce qu'il y en a deux, il y a eu Fever avant, en pensant à moi. Donc ça déjà, quand quelqu'un comme Ministru écrit un truc en disant je pense à toi et tout, il faut savoir qu'il est venu squatter la loge plusieurs nuits. Je disais mais qu'est-ce qu'on fait? Il disait non, je me mets dans un coin et vous m'oubliez. Il était sous des robes, enfin il avait la tringle au-dessus de lui, on le voyait même plus. Pour s'imprégner de l'univers. Pour s'imprégner de l'univers, pour nous écouter parler. Donc tout ce que je disais, tout ce que nous disions dans ces pièces, c'est lui qui l'a écrit, mais on aurait pu le dire, c'est le genre de choses qu'on disait. Et donc évidemment ça nous collait magnifiquement, puisque lui s'est totalement inspiré de nous. Donc quand quelqu'un de l'envergure de Ministru vous fait du sur-mesure comme ça, c'est merveilleux. On a été très bien mis en scène par Nathalie Huffner. C'était une chouette bande et de comédiens et de voilà. Et le succès était au rendez-vous. Donc ça, je n'ai que des bons souvenirs parce que c'était aussi prouver au monde que je pouvais faire autre chose que l'idiote sur un comptoir à moitié bourré. C'était important pour toi de prouver ça? Je m'en suis rendu compte après. Ça, je me suis dit, voilà, pour ceux qui disent, oui, elle fait quand même toujours la même chose, elle sait faire que ça, c'est quand même pas crack. Non, je peux faire autre chose. Et la troisième pièce n'est jamais arrivée? Ah, la troisième pièce, ça a été compliqué. Il y avait un... Comment dirais-je? Ils allaient fêter leurs 20 ans au TTO et du coup, il fallait inclure plein d'autres personnes, ce que je peux comprendre, hein, c'est pas... Et alors du coup, ça faisait très peu de place pour chacun et en fait, ça se dispersait. Moi, j'avais déjà le projet de la France qui était en route, donc je partais souvent là-bas. Donc c'est très difficile le théâtre. Il faut quand vous faites partie d'un projet comme ça, tout doit tourner autour de ce projet. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas prendre vacances quand vous voulez, ce qui est normal. Et donc pour moi, c'était une période où j'avais besoin de nouveau d'un peu plus de liberté. Et bon, le théâtre, c'est quelque chose d'extrêmement sérieux, précis, et donc ça ne marchait plus. Donc j'ai dit, ce sera sans moi, voilà. Tu admires Fabienne Van de Merch, ancienne présentatrice du journal télévisé de la RTBF, dont tout le monde se souvient. Pour quelle raison est-ce que tu l'admires? C'est amusant que tu m'en parles parce que j'ai rencontré sa fille hier, qui est venue me transmettre ses hommages. Ça, c'est fantastique. Fabienne, je t'embrasse. Et pourquoi je l'admirais? Mais comme tout le monde, c'était une espèce de Claire Chazal belge. Elle avait une allure incroyable, elle avait cette diction et tout. Moi, j'étais, j'allais dire, fier d'être belge quand je voyais cette bonne femme à la télé. Je veux dire, elle en imposait. Déjà, c'était une femme, ce qui n'était pas si évident que ça, pour être à la tête du JT. Et j'aimais sa façon de parler, je la trouvais belle, je la trouvais vraiment fantastique. Et puis un jour, quand on lui a consacré un grand article dans Le Match,
On m'a dit voilà, et on vous fait une photo où vous pouvez inviter quelqu'un pour le mettre en avant. Et c'est moi qu'elle a choisi, mais j'étais fou. J'étais fou. Et alors on a proposé de, je crois même que c'est elle, ça je sais plus bien, que donc moi je sois en maman, mais qu'elle soit en homme. Vous vous êtes rencontrés à plusieurs reprises. De quoi parlez-vous lorsque vous vous retrouvez? De tout, de rien, de l'actualité, de... Voilà, c'est quelqu'un qui a énormément de conversations et en plus qui est très simple et très accessible, donc moi j'aime bien ça aussi, voilà. Et donc elle est venue plusieurs fois au bar, avant, après, et puis elle est venue avec sa fille, et puis bon, très très chouette. C'est vraiment une femme pour qui j'ai toujours eu beaucoup de respect. C'est devenu une amie? Une amie, c'est un grand mot, non. Mais c'est devenu... Disons qu'elle est sortie de la télé pour moi, voilà. J'avais énormément d'admiration pour elle à la télé, et puis encore une fois, j'ai eu la chance de la rencontrer et de ne pas être déçu. Durant toutes ces années, lorsque tu te retournes sur ton parcours, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi? C'est quand j'ai perdu des filles. Voilà, on a Rupi qui est décédée à l'âge de 36 ans, et oui, il n'y a rien eu de plus difficile que ça. Comment est-ce qu'on s'en relève? Mais quand on perd quelqu'un, tout le monde a perdu quelqu'un dans sa vie, comment on s'en relève? Ben, la vie continue, on se relève, on fait face, on avance, on y pense tout le temps, mais oui, bien sûr, ça c'est la même chose. Que ce soit, j'allais dire un collègue, comme si Ruby c'était un collègue. Que ce soit un ami, quelqu'un avec qui on travaille, quelqu'un à qui on a fait les 400 coups, elle était ingérable, mais elle était fantastique, tout le monde l'adore de toute façon. Et qu'est-ce qui t'a rendu le plus heureux dans ta vie? Qu'est-ce qui m'a rendu le plus heureux dans ma vie professionnelle? Professionnel ou personnel? On sait que dans nos vies, les deux sont un peu liés quand même. Oui, non, c'est mon amoureux, ça. C'est mon amoureux. Ouais. On est ensemble depuis 18 ans maintenant. Et après 16 ans, on s'est mariés. Parce que quand on se marie après 16 ans, on est quand même sûr, je pense. Hein. Il vous a fallu 16 ans pour en être sûr? Non, c'est pas pour ça, mais il faut savoir que c'est quelqu'un qui est plus jeune que moi, beaucoup plus jeune que moi. Et il voulait pas être le petit jeune qui épouse une vieille qui a des thunes. Voilà, enfin des thunes, une maison. Et à 16 ans, lui, il a eu sa maison aussi. Donc il a dit maintenant c'est bon, on peut se marier. Ok. Quelques questions plus insolites, confidence pour confidence, juste entre nous. À quoi êtes-vous addict? Un million de choses. Je suis addict à la télévision, je suis tombé dedans quand j'étais petit, je suis addict au sucre comme 99% des gens, je suis addict à la cigarette, je suis addict aux gens. Je suis addict aux gens, voilà. Mes amis, mais aussi rencontrer les gens, voilà. Je suis addict au jardinage, je suis addict à la bonne bouffe, ça, tout le monde s'en doutait. Voilà, l'alcool ça va. Quand je travaille pas, je bois très rarement en fait. Par contre, quand je bosse, quand je suis avec des amis, je bois comme un trou. Juste pour le plaisir? Ouais. Mais tout seul, j'ai pas besoin. Donc je suis pas addict à l'alcool. À la clope, oui. Blablabla, pas bien. Physiquement, qu'aimeriez-vous changer en vous? Changer un truc en moi, mais enfin, vous plaisantez, jeune homme. Non, la même chose que tous les garçons. Pas de complexe alors? Si, oui. Le même que tous les garçons. Enfin, 95%. Ah, voilà, parce que je vais dire tous les garçons. Oh, mais ne te vante pas, hein, ça va. L'éléphant ici. Une erreur de jeunesse qui aurait pu vous coûter cher? Une erreur de jeunesse qui aurait pu me coûter cher? Bah, mon suicide, ma tentative de suicide. La chose la plus folle que vous ayez faite par amour? Oh là là, j'en ai fait un pack. Bah, le suicide, hein, je crois que c'est la plus folle. Mais en même temps, ça, c'est pas si mal. Mais j'ai fait beaucoup de trucs quand même. Quand j'étais jeune, j'étais très, très romantique. J'ai suivi, j'ai retrouvé Olivier, donc mon premier, comment dirais-je, mon premier crush de quand j'avais 12 ans. Je l'ai recroisé totalement par hasard quand je devais avoir 20 ans. Et je l'ai suivi jusque chez lui, enfin, dans le brouillard, au mois de novembre. Et comme ça, quand je savais où il habitait, après j'ai écrit une longue lettre d'amour que je suis venu poser. Enfin bon, bref, c'est assez romanesque en fait.
La chose que vous détestez en vous? La chose que je déteste en moi, mon Dieu. Ne croyez pas qu'il n'y a rien. En fait, la liste est longue et il faut choisir. Je sais pas, peut-être parfois mon impatience. Quand je veux un truc, c'est tout de suite. Oui, j'aime pas beaucoup qu'on me dise non non plus. Mais ça n'arrive pas si souvent. Il y en a qui disent non. Ça arrive, oui. Ouais. Le mot que vous prononcez le plus souvent? Le mot que je prononce le plus souvent, mon Dieu. Il n'y a rien qui me vient comme ça, il faudrait demander ça à mes filles. Mais elle dit tout le temps ça. Je ne me rends pas bien compte. Ta maman qui n'est pas très loin de nous nous souffle que c'est merci? Je dis souvent merci, oui, c'est vrai. Je ne sais pas si c'est celui que je prononce le plus souvent, mais je pense qu'il faut pouvoir remercier les gens tout le temps. Et en ce moment, j'arrête pas. Parce que je reçois des centaines, sans rigoler, des centaines de messages où les gens me remercient d'avoir été moi. Bon, parce que je les ai inspirés, je les ai aidés, j'ai été une espèce de modèle pour beaucoup de gens, ce dont je ne me rendais pas compte et je ne voulais pas ça, moi je voulais juste déconner. Mais donc ces gens m'envoient mille et mille messages pour me remercier. Et bien sûr, ça fait énormément plaisir. Et moi, j'ai toujours essayé de remercier et de mettre en avant les gens avec qui je travaillais. Parce que moi, je suis arrivé à faire croire que j'étais la meilleure, mais c'est pas vrai. C'est parce que je suis très très bien entouré. Donc voilà, je les remercie. Je vous embrasse toutes, mes filles adorées. Tu as décidé de quitter le monde de la nuit. Pour quelle raison? Alors, il y a plein de raisons, bien sûr. La première raison, c'est qu'il vaut mieux quitter quand on est au sommet que quand c'est la dégringolade. Ça, c'est une chose. Je n'ai plus 20 ans, ni 30, ni 40, ni 50. Donc ça commence à devenir plus difficile de récupérer en fait. Voilà. Avant, je faisais mon week-end, le dimanche j'étais un peu comme ça, et le lundi j'étais là. Bon, maintenant c'est le mercredi que je suis de retour, donc ça c'est sûr. Il y a aussi le projet d'aller en France. Mon amoureux est français, donc s'était prévu. Il a acheté une vieille table, grange, transformée en maison. Ça devait prendre 10 ans. Mais il se fait que on est parti 4 semaines en vacances au mois de février 2020 et on est resté qu'à les 6 mois. Donc les travaux ont bien avancé, il y a tout ça, il y a ma maman qui ne va pas en rajeunissant, qui perd en autonomie, donc il y a tout ça. Il y a aussi le fait que on a dû arrêter, absolument, voilà, pas le choix. Donc ça a été dramatique pour nous, mais en même temps, ça a fait la cassure et je me dis maintenant, recommencer pour pas si longtemps, est-ce que c'est vraiment une bonne idée? En plus, moi qui aime bien contrôler ma vie, j'ai horreur de me dire maintenant j'attends la permission de recommencer, comme si on était en jukebox et qu'on allait venir mettre une pièce, vas-y chante, ça c'est insupportable pour beaucoup d'artistes. Quand et comment as-tu pris ta décision? Ça aussi, ça s'est fait un peu, c'est un peu la vie qui a décidé. Comme ma maman devait venir habiter ici, on a vendu son appartement. Ça a été très vite. Et puis, quand ça a été vraiment terminé, que l'acte était signé tout à fait, je me suis renseigné pour vendre cette maison. Et cette maison s'est vendue en une semaine. Donc voilà, tout s'est précipité. Maintenant, je veux aller retrouver mon amoureux en France, avec armes, bagages, maman, tout le bazar. Et j'avais des vacances prévues mi-juin en France. Et donc, je m'étais dit, ce serait bien de descendre 2 semaines avant, puisque comme on ne sait pas comment ça tourne, si je me retrouve 2 semaines en quarantaine, je suis 2 semaines en quarantaine à la maison en France, et puis on part en vacances. Et puis on remonte, je passe 2 semaines, et puis je remonte à Bruxelles. Mais il n'y a plus besoin de remonter à Bruxelles, puisque tout est réglé, tout est vendu, le notaire a mon signature, enfin tout va bien, donc je n'ai plus besoin. Et comme de toute façon le bar, ça ne va pas réouvrir avant septembre, décembre, parce que oui, on parle de réouvrir, mais avec 4 personnes dedans,
Donc finalement, cette décision de quitter la scène définitivement n'a pas été difficile à prendre? Je ne dirais pas ça. Décider d'arrêter, c'est toujours compliqué. On sait ce qu'on quitte, on ne sait pas ce qu'on aura. Oui, je sais ce que j'aurai, mais allez, bref. C'est juste la date qui a changé. C'était prévu pour plus tard. Oui, bien un jour, il faut bien arrêter. Je ne vais pas faire ça jusqu'à 67 ans. Mais voilà, c'est tout. Et puis un jour, je me suis dit, maintenant, j'en ai marre d'attendre la permission. C'est vraiment ça qu'il faut retenir. Et comme il y a plein de gens qui travaillaient dans l'ORECA et qui se sont reconvertis. Parce qu'ils en ont marre de rester là à rien faire et d'attendre que peut-être un jour ils vont pouvoir travailler. Quand l'ORECA va réouvrir, moi je connais beaucoup de gens dans l'ORECA, ils ont beaucoup de peine à trouver du personnel. Parce que leur personnel qui s'est retrouvé en chômage technique, Covid, je sais pas quoi, ils ont dit mais moi j'ai autre chose à faire que d'attendre. Et donc ils ont choisi une autre voie. Chez Maman ne disparaît pas, le cabaret ouvrira ses portes lorsque les règles le permettront à nouveau. Et c'est Sugar Love qui te succède à la direction artistique, c'est bien ça? C'est bien ça, elle sera notre figure de proue. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant, moi, je m'occupais de tout. Je m'occupais des plannings, des fiches, je faisais la com, je faisais tout ce qui était le spectacle. Donc, j'ai pas envie de tout mettre sur sa tête. Déjà, elle n'a pas mon sens de l'organisation et tout ça, donc ça ne serait pas possible. Donc, les tâches, moi j'étais multitâche, les tâches vont se répartir, mais Sugar Love, c'est celle qui sera là tout le temps et qui sera vraiment la figure de proue. Le personnage de Maman et Chez Maman ne vont pas te manquer? Chez Maman, oui, clairement, évidemment. Je vais au début, quand ça va réouvrir, je pense que de Corrèze, je serai en direct live avec mon ordinateur. Parce que mes filles vont me manquer, mes clients, mais tout mon personnel, enfin oui, ça bien sûr que ça va me manquer, évidemment. Le personnage de Maman, à la seconde où je décide de la faire apparaître, elle est là, donc elle est en moi, Maman. C'est juste un peu de peinture et une paire de talons aiguilles. Mais je la ressuscite quand je veux. Elle n'apparaîtra plus jamais telle qu'on l'a connue? Qui peut dire ça? Tant d'artistes ont fait des adieux retentissants et sont revenus après. Mais je ne crois pas que ce sera mon cas. Je ferai une apparition, peut-être par-ci, par-là. Oui, ça me fera rire. Quand je remonterai en Belgique, voir mes amis, tout ça, peut-être que de temps en temps, Maman fera un petit coucou. Non, on ne sait pas. Dans ton cabaret, tu as aussi très souvent joué le rôle de psy avec tes clients. C'est quelque chose que tu aimais? Bien sûr, oui. On ne peut pas faire ça si on n'aime pas. C'est épouvantable, si on n'aime pas ça, non. Et oui, ça fait partie du personnage Maman, qui n'est pas un personnage, ça fait partie de moi, mais une maman, ça fait aussi ça. Et tous les gens qui sont barman, par exemple, savent très bien qu'à un moment, on est psy aussi. Quel regard portes-tu sur tes 30 ans de scène? Je suis pas peu fier, en fait. Je me dis que si on m'a payé pour faire ça pendant 30 ans, je ne vais quand même pas être mauvaise. Et j'utilise le féminin à dessein. Mais après, moi j'ai toujours fait les choses très sérieusement sans me prendre au sérieux. Moi je voulais juste rigoler. Après, il y a eu des moments où il fallait moins rigoler. Par exemple à la télé, par exemple au théâtre, pour toutes les choses qui sont un peu plus structurées. Et où je tirais mon épingle du jeu, parce que quand je faisais partie de ces projets-là, on rigolait quand même un peu plus que d'habitude. Mais moi, je rigolais moins que d'habitude. Voilà. Quel souvenir vas-tu garder de Maman? Ce serait un petit peu comme, je sais pas. Ou en tout cas ma sœur disparue, qui sera toujours dans mon cœur, qui sera toujours là, quelque part. Disparue? Oui. Oui, je pense qu'elle est... Donc... Même si je reviens, elle, je sais pas, ce sera un petit coup comme ça, mais c'est pas la même chose. Elle a été avec moi pendant 30 ans. Il y a beaucoup d'émotions en toi alors quand tu le dis? Évidemment. On peut pas quitter ça sans émotion. C'est pas possible. Mais on doit pouvoir être autre chose dans la vie. Moi, parfois, je vois des vieux artistes ou des vieilles artistes que je ne nommerai pas. Je parle pas des dragues, Et je les vois à la télé, ils viennent encore chanter leurs petites chansons, ils font encore un petit film. Et je me dis, mais enfin, allez, rester chez toi, c'est plus possible. Soit l'amour du public ou la fortune est plus fort que tout pour eux alors?
Dans le cas des personnes auxquelles je pense, c'est l'amour du public, je pense, parce que ces gens, ou alors ils ont vraiment été cons, ou ils n'ont vraiment pas besoin de ça mais voilà, ils ont encore envie de peut-être briller un peu, mais voilà, peut-être plus autant d'éclat qu'avant, et c'est dommage. À quoi ressemble déjà ta nouvelle vie? Beaucoup de travail, puisque voilà, la maison est presque finie, mais pas tout à fait. Le jardin, il y a beaucoup de boulot encore, je suis nulle part avec le jardin, il y a 2,5 hectares, donc j'ai de quoi faire. Ça va être un petit peu gentleman farmer, quoi. Et comme c'est une région dans laquelle je vais en vacances depuis l'âge de 10 ans, je connais tout par cœur, j'ai plein de potes, je connais les routes. Enfin, on n'a pas choisi cet endroit-là en jetant une fléchette sur la carte, quoi. Donc voilà, et ça va être plus calme, plus paisible. Il y a une qualité de vie dans ce genre de campagne, c'est vraiment un bled. Hein. Qualité de vie qu'on n'a pas dans les grandes villes, par exemple. Et plus de soleil qu'ici, évidemment. Es-tu un homme heureux? Oui, profondément. Et même si quitter maman, ça me fait beaucoup pleurer, c'est partir d'ici qui va être dur, cette maison. Si quitter la maison où je viens depuis que j'étais dans le ventre de ma mère, partir d'ici, ça va être très dur. Mais arriver là-bas, ça va être merveilleux. Et comme il n'y aura que 10 heures entre les deux, ça va aller. Tu as 53 ans? 4. 54? Ah, ça y est. Je l'ai pris en défaut et en fait, c'était de la courtoisie. Comment vis-tu le temps qui passe? Ah bah comme tout le monde, hein, c'est chiant. Hein. Bah oui, on aimerait mieux avoir 20, non pas 20, mais 40 c'est bien. C'est à 40 que tu étais le plus heureux? Non, à 40 tu n'avais pas encore rencontré l'homme de ta vie? Bien sûr que si. Nous sommes ensemble depuis 18 ans, donc j'avais 36 ans. 20 ans, c'est épouvantable. On croit que c'est formidable parce qu'on est jeune, parce qu'on est beau, parce qu'on a plein de rêves. Oui, ok, c'est tout ce qu'on a en fait. Oui, puisque ces rêves ne sont la pas jeunesse, la beauté, qui vont s'étioler très très vite, et les rêves qui ne se réalisent pas. Donc, à 20 ans, on ne sait même pas ce qu'on veut. À 30 ans, on sait ce qu'on veut. À 40 ans, on l'a. Sauf si on a merdé. Donc, pour moi, 40 ans, ça c'est vraiment, voilà, à 40 ans, j'étais déjà maman, déjà un amoureux, et ça, c'était fantastique. 50, c'était bien. 54, ça va, hein, je ne suis pas en train de dire, mon Dieu, je vais mourir, je suis vieux, je suis moche, quelle horreur. Non, 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 mais... donc, le temps qui passe, oui, c'est pas cool. Il faudrait rester à 40 ans. Mais voilà, c'est comme ça. Tu as peur de la mort? De la mort, sûrement pas. Non, non, non. De la maladie, de la déchéance, ça oui, la mort. La mort, ça doit arriver comme une libération. Quand on est trop vieux, trop malade, trop dépassé, la mort doit venir comme une libération. Qu'aimeriez-vous que l'on dise de vous le jour où vous ne serez plus là? Ah, on vous voit maintenant, du coup. Le jour où je ne serai plus là, je m'en fous. Non, mais allez, si les gens se disent « Ah oui, on était sortis chez elle, on avait passé une bonne soirée. Qu'est-ce qu'on avait rigolé ?» Voilà, ça c'est très bien. Ça me suffit. Et comme cette interview est menée entre tu et vous, revenons au tu. Quelle est la plus belle aventure qu'il te reste à vivre? Je n'en sais rien. C'est ça qui est magique. Un grand rêve? Pas encore réalisé? Ah ben... Que cette grange étable devienne, j'allais dire un palais, non, pas un palais, mais devienne ma nouvelle antre du bonheur. Voilà. C'est en passe de le devenir. Oui, mais il y a encore beaucoup de taf, beaucoup de taf. En fait, c'est ça mon grand projet, c'est cette installation là-bas et transformer cette maison en quelque chose de... Oh là là, je vais citer quelqu'un qui m'a envoyé un message extraordinaire, qui m'a dit que... Je me la pète. Hein, qui m'a dit que ma maison était à mon image, à la fois simple et extraordinaire. C'est beau ça. C'est beau, hein? Ah ouais, mais j'en ai reçu plein des messages comme ça, mes trucs de fou. Après, on voudrait que je me la pète pas, sérieux. Merci pour ce beau moment passé ensemble aujourd'hui. Avec plaisir. Merci aussi pour tous les beaux moments passés dans cette belle maison de la rue des Grands Carmes. Il y en aura d'autres, j'espère. Je serai plus là, mais les autres t'accueilleront avec grand plaisir. Et toutes celles et ceux qui nous ont suivis et qui ont connu aussi des grandes joies et des grands bonheurs dans cet endroit sombre mais plein de lumière. Merci Nicolas, merci. Merci à vous, à bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux,
Et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. À très vite! Oh.